Alors une dernière question avant une courte pause, une nouvelle question. Bonjour Monsieur Asselineau, une réforme de l'ONU est-elle envisageable dès que vous serez président? Merci au 8e nouvel adhérent de cette soirée. Nous sommes à 31 224 adhérents. Bienvenue, c'est un adhérent qui vient également du Nord. Pour répondre à la question qui vient d'être posée, je signale simplement à la personne qui me l'a posée qu'il s'agit de multilatéralisme. Et donc, proposer une autre ONU, c'est comme proposer une autre Europe. Ça ne dépend pas que de la France. Donc, pour proposer une autre ONU, il faudrait qu'il y ait l'accord unanime, peut-être pas unanime d'ailleurs, en tout cas l'accord très largement majoritaire des pays du monde, et en particulier l'accord unanime du Conseil de sécurité. Alors il y a des projets de réforme. Parce que c'est vrai que depuis 1945, l'équilibre des pouvoirs et des puissances au niveau planétaire a profondément évolué. Objectivement, il n'est pas normal que l'Inde, au moment de la charte de San Francisco, qui crée l'ONU en 1945, l'Inde n'existait pas. Ni l'Inde, ni le Pakistan, ni le Bangladesh, ni le Sri Lanka, tout ça, ni le Népal, tout ça était en fait dans les Indes, qui étaient une colonie britannique. Aujourd'hui, donc l'Inde est indépendante depuis 1947. Aujourd'hui, l'Inde, qui a 1,2 milliard d'habitants et qui va bientôt rattraper la population de la Chine, il n'est pas défendable que l'Inde ne soit pas membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. De la même façon qu'il n'est pas défendable non plus qu'il n'y ait pas un pays du monde arabe qui soit au Conseil de sécurité à titre permanent. De la même façon qu'il n'est pas défendable qu'il n'y ait pas un pays latino-américain qui n'ait pas le statut de membre permanent. On songe bien sûr au Brésil, mais on peut penser aussi au Mexique. De la même façon qu'il conviendrait. Il conviendrait qu'il y ait des pays africains. Et on pense bien sûr au Nigeria, qui a quelque chose comme 120 ou 130 millions d'habitants, qui est un poids lourd. Le problème qui se pose, c'est que à partir du moment où on réforme l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire essentiellement la composition du Conseil de sécurité, puisque je rappelle que c'est le Conseil de sécurité qui est l'instance la plus puissante, et notamment celle qui a le pouvoir de lancer ou non une intervention militaire en vertu du chapitre 7 de la Charte de l'Organisation des Nations Unies, eh bien, chaque puissance ayant un siège permanent à l'intérieur de ce Conseil de sécurité a le droit de veto. Je rappelle que depuis 1945, il y a 5 puissances qui ont le droit de veto, c'est les États-Unis, la Russie en tant qu'héritière de l'Union soviétique, la République populaire de Chine, la République française et le Royaume-Uni. La République française grâce à l'action de De Gaulle. Et donc, on voit bien que, d'ores et déjà, il y a souvent des vétos, parce que souvent, les États-Unis mettent leur veto, ou bien la Russie, on l'a vu notamment sur l'affaire des bombardements en Syrie, sur l'affaire Skripal, etc. Puis depuis 60 ans. Mais s'il y a d'autres pays qui ont droit de veto au Conseil de sécurité, l'Inde, le Nigeria, le Brésil, je ne sais pas, l'Algérie, etc., le problème qu'il y a, c'est que ça va créer des jalousies dans les sous-ensembles régionaux. Par exemple, donner le siège au Conseil de sécurité avec droit de veto au Nigeria, c'est-à-dire un pays anglophone et majoritairement musulmans, c'est évidemment agiter un chiffon rouge par rapport aux pays d'Afrique francophone, qui sont, certains d'entre eux, majoritairement catholiques. On songe à la Côte d'Ivoire. Ou bien le chiffon rouge par rapport à un pays développé comme l'Afrique du Sud. Donner un siège au Conseil de sécurité à l'Algérie, c'est évidemment mal perçu au Maroc, par exemple. Ou bien à l'Égypte. Donner un siège au Conseil de sécurité avec droit de veto au Brésil, c'est aussitôt rendre les Mexicains furieux. Donner un siège au Conseil de sécurité avec droit de veto à l'Inde, c'est immédiatement susciter une levée de bouclier au Pakistan. Donc il y a ce système qui est compliqué à gérer. Alors il y a certaines personnes qui ont phosphoré là-dessus, des diplomates, avec par exemple une espèce de siège permanent rotatif à l'intérieur de sous-ensembles régionaux. Ça pourrait être le monde latino-américain, un jour ça serait le Brésil, un autre jour ce serait le Mexique, un autre jour la Colombie. En Afrique, ça serait un jour l'Afrique du Sud, une année l'Afrique du Sud, pendant 2 ans. 2 ans après, ça serait le Nigeria, 2 ans après, ça serait l'Éthiopie, etc., etc. Mais pour l'instant, force est de constater que ces réformes ont piétiné. Alors pour répondre à la question si moi j'étais président de la République, eh bien d'abord la première chose c'est que je rendrais à la France
sa souveraineté et son indépendance. Actuellement, la France n'est pas audible par le reste des pays du monde, parce que tous les dirigeants étrangers ont compris que la France était devenue un satellite de Washington. Donc ça ne les intéresse pas. La France de De Gaulle était écoutée par l'ensemble de la population planétaire et par les dirigeants. La France de Macron, non. La France de Macron, elle n'est écoutée que par Washington, et encore, Washington, c'est la papate pour chasser les pellicules, mais la France de Macron n'est plus écoutée par grand monde. Voilà. Pour être écouté par l'ensemble de la planète, il faut être respectable. Pour être respecté, il faut être respectable, donc avoir recouvré notre indépendance. Même la France de Chirac était plus écoutée, puisque je rappelle que lorsque Chirac et Villepin avaient refusé de donner leur aval à l'intervention à la guerre en Irak sous les prétextes des armes de destruction massive, eh bien, dans les semaines qui avaient suivi, il y avait eu 80% des gouvernements du monde qui avaient applaudi la position de la France. Donc la première chose à faire pour réformer l'ONU, si la France pouvait y contribuer, ce serait déjà que la France sorte de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN pour, aux yeux du reste du monde, renouer avec notre tradition millénaire d'indépendance et de souveraineté nationale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça serait de proposer quelque chose d'intelligent. Moi, je l'ai proposé, je crois, dans le programme présidentiel. Rappelez-vous ce que j'avais proposé, c'est que la France, qui a un siège de permanent au Conseil de sécurité, puisse l'utiliser en tant que de besoin au nom de la communauté des États francophones. J'avais proposé dans le programme de créer un parlement de la francophonie, qui se situerait d'ailleurs dans les locaux de l'UNESCO, laissés vacants, puisque je proposais de transférer l'UNESCO, qui est une filiale de l'Organisation des Nations Unies, de le transférer au Parlement de Strasbourg, puisque nous serions sortis de l'Union européenne, et là on avait la possibilité d'avoir à la frontière du monde romain et du monde germanique, de façon très symbolique, l'organisation de l'UNESCO pour l'éducation, la science, la culture au niveau planétaire, et donc d'avoir un Parlement de la francophonie qui serait à Paris, et donc de faire en sorte que dans la plus grande... de faire tout notre possible pour que le siège permanent de la France puisse être utilisé au nom de l'ensemble des pays de la francophonie, par exemple sur la réforme du système financier international, par exemple sur la situation au Moyen-Orient, par exemple sur les échanges Nord-Sud, par exemple sur la situation en Iran, par exemple. Eh bien, je pense que ça pourrait être une voie d'avenir. On pourrait imaginer qu'il y ait il y a aussi, par exemple, les États de l'hispanophonie, où l'Espagne, plus tous les pays latino-américains, sauf le Brésil qui parle l'espagnol, peut-être pourrait-il avoir un siège permanent, et puis un siège également pour l'ensemble du monde arabe, etc., etc. C'est-à-dire d'avoir, cette fois-ci, des sièges permanents qui ne soient plus forcément liés à une nation en particulier, mais qui soient liés à l'utilisation d'un des plus grands langages de la planète, d'un des plus grands idiomes, comme on dit, des langues, parce que derrière l'utilisation d'une langue commune, il y a une volonté commune et une vision commune du monde. Voilà ce que je proposerais. En attendant, je me permets au passage de signaler que je crois, je fais un peu de pub pour l'UPR, c'est bien normal, je crois que l'UPR est le seul parti politique qui a une vision sur le sujet, qui est une vision de ce que doit être la position de la France dans les 10, 20 ou 30 ans qui viennent, notamment vis-à-vis des grandes organisations internationales de l'ONU et notamment vis-à-vis du siège au Conseil de sécurité. Moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent qu'il faut rompre en visière avec l'ONU parce que imaginez qu'il n'y ait plus l'ONU, ça serait vraiment très très grave ce qui se passerait en ce moment parce qu'il n'y aurait plus aucun ressort de rappel par rapport à la dérive de plus en plus inquiétante qui sévit à Washington.